Chapitre 5e. Comme cela m'intéresse, tout ce que vous me dites de la petite maman jeune fille. Voilà qui fait penser à la femme enfant de Dickens, c'est écœurant. Enfin, la jeune personne qui conduit à travers l'Europe son incohérente famille, pendant que les parents s'enivrent de jazz à Venise. Joli échantillon des mœurs modernes. Mais ce ne sont plus des mœurs. Est-ce qu'il y a encore des mœurs? À peine des habitudes. Si je voyais la petite personne, je suis sûr que j'aurais le coup de foudre tout comme vous-même. Heureusement que ce n'est plus pour longtemps, où je vous verrai arriver avec la fiancée des romans de cinéma, escortée d'une aimable tribu d'une douzaine de mioches adoptifs. Dans ce cas, je vous en préviens, ne comptez pas sur moi pour le poste d'institutrice. PS. Quant à être jolie, c'est clair, ou vous ne prendriez pas tant de peine pour me faire croire le contraire. Comme c'était bien là du Rose Sellars. C'était-elle des pieds à la tête, cette lettre? Son esprit, son intelligence, son humour. Pourquoi fit-elle sur Boyne une impression désagréable? Un soupçon de grimace et de minauderie, quelque chose d'un peu fait peut-être, comme un rien de maquillage. Le savoir-faire, ah oui, le voilà bien, le triomphe de Madame Sellars. Elle avait une façon de tout amener, jusqu'aux moindres choses, avec l'adresse d'un cavalier qui conduit son cheval sur les barres. C'était sa vie, cela, adapter, arranger, lever une lampe, baisser un voile, tirer des rideaux, disposer des écrans. Elle n'avait pas sa pareille pour l'arrangement d'un salon, et elle avait porté le même art sur sa personne et dans sa vie. L'existence ne lui avait offert qu'une étoffe misérable et tout à fait au-dessous d'elle. Mais comme ses mains de fée savaient draper un châle sur un coin de divan et chiffonner un abat-jour avec un méchant bout de papier, elle avait su, avec des éléments ingrats, un pauvre homme de mari, une maison maussade, des relations sans intérêt, trouver le moyen de faire un ensemble distingué, personnel, presque séduisant, si bien que dans son petit monde, on disait Rose Sellars pour dire intelligence et originalité. C'était une artiste en son genre, une artiste dont l'art suprême consistait à tout faire doucement, sans se faire remarquer, une retouche par-ci, un petit mot par-là, sans jamais sortir de son cadre mondain et domestique. C'est cela qu'elle avait de plus original, cette tenue et cet effacement qui ne se démentaient jamais. C'est cela qui était si rare par le temps qui court, et qui avait attiré Boyne au temps de ses voyages, quand, au Brésil ou en Australie, il se disait qu'il allait retrouver au retour, dans ce New York toujours changeant, ce point invariable, la porte de la maison de Madame Sellars, toujours la même, au même endroit, le salon avec ses eaux-fortes de Whistler et ses aquarelles de Sargent, et dans ce salon le même accueil paisible au coin du feu. Au cours de sa vie de vagabondage, cette stabilité de son amie lui était particulièrement précieuse et agréable, et puis la façon qu'elle avait, à chacun de ses retours, de s'être imperceptiblement épanouie comme une rose qui déroule un nouveau pétale. En plein soleil, l'explosion eût été beaucoup plus rapide, mais Rose Sellars était l'oiseau dont parle Heine, dans une cage exposée au nord, le nord, ou pour mieux dire, quelques degrés vers le nord-ouest, en sorte que sa fenêtre recueillait non pas la lumière de l'aurore, mais les riches harmonies du soir. Jeune, l'avait-elle jamais été, d'une jeunesse immodérée, comme cette petite qui faisait l'objet de leur correspondance humoristique, et qui pourtant à sa façon en savait tellement plus long que Rose Sellars. Mais l'âge d'une femme, est-ce que cela compte? La femme qu'on aime à l'âge qu'on veut. Quand on ne l'aime plus, qu'importe l'ensorcellement de la jeunesse ou les manèges de l'âge mûr. Et puis, 5 ans, c'est long, résuma-t-il une fois de plus, avec la petite appréhension qui ne le quittait pas chaque fois qu'il pensait au prochain rendez-vous. Oui, 5 ans, c'est bien long, surtout quand ces années changent une situation et peut-être l'héroïne elle-même. Ce qu'il allait retrouver, c'était une Rose Sellars qu'il ne connaissait pas. Il y a 5 ans, c'était encore une femme mariée, résignée sans doute, mais exemplaire, qui avait résisté à toutes ses prières. À présent, c'était une veuve. Veuve, mot redoutable et plein de sous-entendus. Boyne en était déjà à se demander si le grand attrait de son ami ne tenait pas au fait d'être inaccessible. Il avait beau se dire que ce n'était pas son genre, le genre du monsieur qui en a assez d'une femme dès qu'elle est devenue la sienne.
Tout cela, ce sont des phrases. En amour, il n'y a pas de principe et de caractère. Tout dépend de la minute présente. Attendons, se disait-il, nous verrons. Une fois qu'il l'aurait revu, c'est alors qu'il saurait vraiment si le charme tenait toujours. C'est pourquoi il était en route. « Monsieur, est-ce que je pourrais vous parler un petit moment ?» Chassé du pont par la chaleur, la réverbération et le va-et-vient des passagers, Boyne s'était jeté dans sa cabine sur sa couchette et lisait dans l'heureuse apathie de la digestion. Il reconnut son petit ami qui passait le buste par la porte de la cabine, mince, dans un petit complet gris. C'était Terry avec ses petites joues trop roses, ses yeux noirs trop brillants et ses longs cils qui donnaient parfois à son honnête visage d'enfant une expression de beauté douloureuse. « Comment donc ? Entre, mon garçon. Il fait meilleur ici que là-haut pour le moment. » Terry jeta sa casquette et s'assit à côté de Boyne. Au bout de 15 jours de voisinage, ils étaient devenus une paire d'amis, comme il arrive dans ces cas-là quand on ne se prend pas en grippe. Mais au fond, ils avaient très peu causé ensemble. Terry dormait toujours quand Boyne rentrait se coucher, et Boyne était toujours debout bien avant l'heure où l'enfant, condamné au lit par la vigilance de l'institutrice, entreprenait une toilette qui durait jusqu'au déjeuner. Boyne avait déjà une idée du caractère de tous les Weather, mais c'est avec Terry qu'il était le moins lié. Le ton de l'enfant et la formule presque diplomatique qu'il venait d'employer lui firent jeter son roman avec un peu de curiosité. « Qu'est-ce qu'il y a pour ton service ?»« Je voudrais que vous obteniez qu'on me donne un précepteur. »« Qui ça, on ?»« Les Weather. Je veux dire papa et maman, » dit Terry en se reprenant. Boyne savait que les petits se servaient souvent de ce nom-là pour désigner la raison sociale de la famille. « C'est pour simplifier, » avait expliqué l'institutrice, parce que pour se faire connaître des petits camarades rencontrés çà et là au hasard de leur vie nomade, les mots de papa et de maman appliqués à des gens de toutes les paroisses, cela fait des brouillamini à n'en plus finir. Tenez, ajoutait la vieille fille, nous avons même rencontré plus fort, c'était l'année dernière au casino de Biarritz. Une petite fille à boucles noires et à pendant de perles. Celle-là distribuait à ses nouvelles connaissances un tableau dactylographié des divers mariages de ses parents et des adoptions successives qui en résultaient pour elle-même. Ça se fait partout maintenant, d'appeler les parents par leur nom de famille. Les miens, avait-elle conclu en parlant des enfants, ont commencé par faire comme les autres et à présent ils continuent, bien qu'heureusement pour eux ce ne soit plus la peine puisque les parents se sont rapatriés. « Je voudrais, continua Terry, que vous disiez à papa et maman qu'il est temps de penser à mon éducation. Je suis déjà très en retard. Il faut le leur faire comprendre et pour cela je ne vois que vous. » Ses regards fiévreux, trop fiévreux, se fixaient sur les yeux de Boyne, et tout son visage respirait cette précoce anxiété qui donnait quelquefois à celui de sa sœur une maturité inquiétante. « Mon petit, je ferai pour toi tout ce que tu voudras, mais verrai-je tes parents cette fois-ci ? À peine débarqué, je ne fais qu'un saut dans le train. » La mine de l'enfant s'allongea. « Quel dommage ! Oh, je comprends bien qu'au bout de 15 jours, on doit en avoir de nous autres par-dessus les oreilles. Tout de même, on croyait, Judith et moi, que vous resteriez bien un jour ou deux à Venise. On se disait qu'il y a bien des choses que vous pourriez pour nous. » Boyne le regarda, vraiment intéressé. « Moi aussi, cela me ferait plaisir, grand plaisir, mais tu t'exagères, mon influence. Il y a des années que je n'ai vu tes parents. Peut-être ne se souviennent-ils même pas de moi. »« Ça n'en vaudrait que mieux. Vous seriez du nouveau pour eux, » dit astucieusement Terry. « Alors, si tu crois qu'il en est ainsi, je vais tâcher de m'arranger. Si je peux changer mes projets, mais ça ne dépend pas de moi. Ah, si cela se pouvait. Je n'ai jamais eu personne en état de parler pour moi. Scopie leur tape sur les nerfs et, naturellement, on trouve que Judith est trop jeune pour s'y connaître en éducation, d'autant qu'elle n'a jamais été élevée elle-même. Elle ne sait même pas l'orthographe. Elle écrit estomac avec un K. Et on me laisse avec des nurses et des espèces de gouvernantes. Car Scopie, ce n'est même pas une vraie institutrice. Comme si j'étais un mioche comme Bunn, tandis qu'à mon âge, je devrais être en train de terminer mes études. » L'émotion faisait monter le rouge au visage de l'enfant, et ce flot de sang laissa 2 grandes plaques sur ses joues. « Judith me dit que je ne suis pas juste, et que je devrais penser à tout ce que j'écoutais en médecine, en station d'hiver et d'été, et tout le Bataclan.
Une année, ça c'est vrai, on m'a mis au collège. C'est moi qui n'ai pas pu y rester à cause de ma maudite température, je le sais bien. Mais avouez que c'est écœurant, en sortant du collège, de retomber sur Scopie et Nounou sans même un copain à interroger et pour me donner un tuyau sur ce qu'on fait apprendre aux autres. L'été dernier, à Saint-Moritz, j'ai connu un type de mon âge et qui n'a pas beaucoup de santé. Sa mère était remariée avec un papa très calé qui avait donné au petit un bon coup de main et lui payait un précepteur. Il commençait ses arts et il apprenait ses verbes grecs. Et pourtant, tous les soirs, il avait de la température. J'ai dit à Judith, « Tu vois bien ?» Et elle a été d'avis qu'on pourrait très bien me donner un précepteur. On m'a laissé prendre des leçons pendant 15 jours avec ce type dont je vous parle. Et puis nous sommes partis. Terry s'interrompit. « Tenez, encore une de nos déveines. Partir, tout le temps, partir. Il paraît que c'est fatal dans les familles nombreuses, où il y a des tas de parents dans des tas d'endroits et qui passent leur temps à se disputer les enfants, sans compter les gens d'affaires qui changent tout dès qu'on se croit sûr de quelque chose. Il faut croire qu'on ne peut pas être tranquille tant qu'on est jeune. Scopie prétend que ça passe, et qu'avec le temps les parents finissent par se calmer. » L'enfant avait dit cette dernière phrase sur le ton de l'interrogation. Boyne, comprenant qu'il attendait une réponse, déclara, avec conviction, « Mais oui, mon vieux, ça passe, tu verras. » En même temps, il se rappelait cette chaude enveloppe d'habitude qui avait entouré ses premières années, tissant autour de lui un rideau, un écran de souvenirs et de visages familiers avant l'heure d'être jeté dans le monde. Ce qui lui faisait pitié pour cette petite tribu, connue sous le nom des Water, c'était de les voir si exposés à tous les vents, si désemparés, comme s'il leur avait manqué une phase de croissance secrète, à laquelle les palaces et les rapides de la Côte d'Azur n'offrent pas un abri suffisant. Il se sentit gêné devant le regard insistant de l'enfant, et comprit pourquoi Miss Scopie détournait les yeux toutes les fois qu'elle parlait de lui. « Si ça passe, mais avec l'âge, mon vieux, ça se fait tout seul. Tu vois bien tes parents, les voilà tranquilles, la famille se recolle. » Boyne exagérait dans l'optimisme, mais en des matières si délicates, ce n'est pas très facile d'attraper la note juste. « Oui, » consentit Terry, « on le dirait. Mais je connais des copains qui ont été dans le même cas, et qui ont été joliment mis dedans. Voyez-vous, on ne sait jamais à quel âge les parents sont vieux, surtout avec ces trucs des médecins pour rajeunir. Alors, si vous pouviez leur glisser un mot, je suis sûr que ça aurait beaucoup de poids. C'est aussi l'avis de Judith. Eh bien, c'est dit. Je m'arrêterai un jour ou deux à Venise, et je ferai pour vous tout mon possible. » En parlant ainsi, pour calmer l'enfant, Boyne venait de jeter au vent ce qui restait de ses projets. Et après tout, dans quelle mesure la prière de Terry n'avait-elle pas devancé chez lui un secret désir? Non pas tant le désir d'ajourner le rendez-vous de Cortina, du moins il n'aurait pas voulu se l'avouer, que celui de retarder le moment de se séparer de ses nouveaux amis et surtout de Judith. L'expédition de Monréalais avait été suivie de plusieurs autres aussi classiques, et dans ces innocentes bordées, pleines d'une joie sans mélange, comme dans les longues journées azurées du bateau, il avait achevé de se laisser envahir par cette chaude vie animale qui s'exhale d'une troupe d'enfants sains et joyeux. Tout ce qui touchait cette petite pension hétéroclite l'intéressait, l'amusait, et rien ne lui semblait émouvant comme la résolution où ils étaient de ne jamais rompre le lien d'une fraternité si fragile. Émouvant, car on y sentait le résultat d'une expérience habituellement épargnée à l'enfance. Boyne n'avait qu'à faire appel à ses propres souvenirs. Dans son enfance à lui, Boyne, un voyage à la mer, dans quelques camps de vacances, ou encore chez une tante quand on attendait un petit frère à la maison, ne lui coûtait ni chagrin, ni regret pourvu qu'on le laissât emporter ses joujoux. L'angoisse de la séparation, il ne l'avait même pas soupçonnée. Une vraie séparation, l'arrachement à ce petit monde de personnes et de choses qui s'appelle la maison, la seule idée de ce désastre n'avait pas même effleuré la pensée de Boyne enfant. C'est de même que le contraire, une vie calme et rassemblée, ne semblait pas une chose possible au petit Water. Dire que tous les petits amis, presque tous des connaissances de Pallas, se trouvaient à la même enseigne. Comme disait Terry, on est toujours en l'air quand on est jeune. Et Judith s'étant mise à expliquer à Boyne les raisons qui liguaient les petits Water contre les déplacements, il se sentait en l'écoutant une détresse de spectateur impuissant. Ce lui fut une joie d'entendre dire à la jeune fille, et avec quelle énergie, « Je suis bien décidé à défendre les petits. »
Plus il voyait se dessiner les caractères de la petite bande, plus il distinguait l'égoïsme de Blanca, tempéré seulement par le besoin fébrile qu'elle avait de se sentir approuvée par son frère, les tumultueux abandons de Beachy, plus il comparait la sèche et pratique Zinni au tempérament sinueux et personnel de Bunn, plus il observait les réactions de ces jeunes héros, plus il s'émerveillait que la passion de Judic fût entre eux un nœud plus puissant que cette collection d'hérédités disparates. Pourtant, c'était ainsi. Il se représentait le bloc que le petit régiment présenterait à l'ennemi sous le commandement de la Grande. Ainsi, ils auraient toujours le dernier mot. Les parents resteraient ensemble si les petits s'étaient mis en tête d'empêcher le ménage de se disloquer. Terry aurait son précepteur s'il en avait vraiment envie. Est-ce qu'on peut refuser quelque chose à Terry ? Se disait Boyne. Lui-même, pour commencer, n'allait-il pas à Venise avec la petite bande pour surveiller les événements ? Disons, entre parenthèses, qu'il n'était pas fâché de satisfaire sa curiosité à l'endroit de ses étranges parents. Chapitre 6e. Leur accueil ne laissa subsister aucun doute dans l'esprit de Martin Boyne. À peine dans le hall de l'hôtel sur le Grand Canal, il reconnut son camarade d'autrefois dans un personnage florissant qui remplissait l'immense pièce de son exubérance. C'était bien le même Water qu'à Harvard, lui et son éternel cigare. Seulement, le cigare et lui étaient plus gros. Clive n'eut pas plus de peine à identifier son ami. Il lui adressa un salut qui fit retentir tout le hall. En même temps, une jeune dame d'une extrême minceur, en robe de quakeresse avec des millions de perles, qui était en train de causer avec lui, tourna la tête du côté du nouveau venu avec une légère moue qui subsista pendant l'examen qu'elle fit de sa personne, mais qui ne lui était pas individuellement destinée. Elle avait un ovale aussi agréablement vide que celui de la tête de bois sur laquelle la grand-maman Boyne essayait ses chapeaux, avec des lèvres carminées également vernies, des yeux bleu-gris à longs cils recourbés, toujours comme la tête de bois, et qui paraissaient dessinés au pinceau sur les paupières. Et Boyne eut l'impression que le calme surnaturel de cette dame venait de la crainte de troubler cette précieuse harmonie. « Ah, ce cher Martin !» expira-t-elle d'un souffle de voix en avançant une main chargée de bagues. Et Boyne comprit qu'il était en présence d'une Joyce Water nouvelle manière, réduite à l'état de sylphide, qui du reste le revoyait sans déplaisir. « Vous ne me reconnaissiez pas ? C'est que je suis une vieille femme, mais vous, je vous aurais reconnu n'importe où, » lui dit-elle avec une nuance d'amical reproche, du même filet de voix uni et argentin. « Vieilli, vous ?» Mais les compliments insipides qu'elle attendait évidemment furent coupés net par son mari. « Parbleu, si on le reconnaît, pas une once de graisse en 25 ans, comment fait-il ? Hein, mon vieux ? Ces sacrés charmilles de John Harvard, tu te rappelles ? C'était le bon temps. Et la petite de Cambridge à qui tu lisais des vers. Oui, des vers. Jolie fille d'ailleurs. Descends au jardin, Maud. Un jardin, et ça c'est coco. Et te voilà maintenant au mieux avec mon fils. Pas Chipstone, naturellement, dit-il avec un large sourire. Non, ce pauvre Terry. Tiens, voilà justement la caravane. Joyce, mon enfant, tu leur as dit qu'ils ont leur billet de logement à la pension Grimani. Pas Chip, bien entendu. Chip et nous, on ne se quitte pas. Voilà donc cette sacrée marmaille, Judy en tête, comme d'habitude. Bonjour Judy, ma vieille. Et toi, Chippo, comment ça va ? Donne la patte, mon garçon. Il prit son nouveau-né des bras de la jeune fille, pendant que les autres attendaient, l'oreille basse, mais sans étonnement, que leur père eût joui tout son sou de sa dernière création. « Regarde-le, ce vieux Chippo. Je suis sûr qu'il s'est fait 5 livres depuis qu'on ne s'est vu. J'en jurerais. Tâte-moi ces mollets qu'il vous a. C'est dur comme des balles de tennis. C'est un élève qui te fait honneur, Judy. Tiens, porte-le chez ta mère dans la chambre à côté. Toi, Terry, je voudrais te voir une paire de mollets pareils. » « Moi, les miens, je peux les montrer la tête en bas, » s'écria Bunn, qui coupa court à ses attendrissements par une culbute, tandis que Blanca, muette, avalait de ses yeux béants comme des portes cochères la toison blonde de sa mère et ses ondulations savantes, et que celle-ci pressait tous ses enfants l'un après l'autre sur ses perles. « Terry demande un précepteur, » reprenait Clive Water. « Une idée à lui, tu es sûr ? Brave petit, toujours le nez dans ses livres. Moi, j'aurais cru qu'il en sait assez à l'heure qu'il est pour se passer de précepteur.
C'est tout de même drôle pour un fils à moi. Cela fera un clergyman, ou recteur d'université, qui sait. Et on parle d'hérédité. Nous deux, Joyce, les auteurs d'un tel phénomène. J'espère au moins que Chipstone ne va pas nous jouer un pareil tour. Quant au précepteur, entendu, n'est-ce pas, Joyce? Le petit a parfaitement raison. Il perd son temps. Il ne peut plus lambiner ainsi avec les femmes. Bah, pour un précepteur. Est-ce que tu en connaîtrais un par hasard, toi, mon vieux? Moi, tu sais, ce n'est pas mon rayon. Un précepteur capable, qu'il prépare aux examens. Mon idée est toujours de mettre le gamin à Groton. C'est cette sacrée température qui a tout empêché. Ils causaient tous trois après dîner sous le balcon des Water. À leurs pieds, le grand canal chargé de gondoles et de lampions, sillonné de canots à pétrole qui filaient en traînant une queue de pierreries et des volutes de cristal. « Rien à faire à Venise, disait Water. Ce n'était pas la saison. Un vrai tombeau pour le moment. Seulement, c'était commode pour se retrouver avec les enfants et passer la revue avant de les expédier dans l'Engadine ou à l'Aisin. Et puis, nous venons prendre ici mon nouveau yacht, mon béguin, un bijou, mon vieux, tu verras. Nous faisons un bout de croisière avant de partir pour Cowes. Venise est tout ce qu'il y a de plus pratique pour les essais. Tiens, veux-tu, on va faire un tour sur la piazza, prendre une glace chez Florian, et puis embarque sur le canal. Ce n'est pas un programme épatant, mais c'est tout ce que je puis t'offrir de mieux pour le moment. Pourquoi sortir? Répondit Boyne. On est pas mal ici. Joyce fit un mouvement d'épaule, juste de quoi déplacer l'épaulette de jet qui attachait sa robe, et ajouta « Mon mari ne sait pas rester en place. »« Soit, restons, » concéda Clive Water. « Et revenons à ce précepteur. Toi, Martin, tu n'aurais pas par hasard rencontré dans tes voyages quelqu'un qui y ferait l'affaire? Un universitaire ou quelque chose dans ce goût-là. » Martin ne connaissait personne. Mais Madame Water leva un bras blanc pour jeter sa cigarette dans le canal. « Moi, dit-elle, j'ai quelqu'un. »« Sans blague, dit son mari incrédule. »« Encore un cigare, mon vieux? Ces Corona ne sont pas mauvais, on me les fabrique exprès pour moi. » Il fit sauter la bague d'or d'un de ses fameux cigares et l'alluma à son briquet. « Parfaitement. »« J'ai un précepteur, » répéta Madame Water. « C'est tout à fait ce qu'il nous faut, monsieur le consent. »« Ça, c'est fort, et où l'as-tu trouvé ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « C'est lui qui m'a fait visiter les musées. C'est la première fois que je vois réellement Venise. Je ne m'en doutais pas. C'est Fanny Tradeschi qui l'avait fait venir pour s'occuper de ses garçons. Et puis elle s'est rasée ici et a repris le train pour Paris en le laissant sur le pavé. Il s'appelle Ormrod, Gérard Ormrod. Si on pouvait le décider, ce sera le rêve pour Terry. Il se laissera faire, sois tranquille. Cette bonne Fanny aura oublié de lui régler son compte en partant. C'est un garçon très fier et je ne te conseille pas de lui parler sur ce ton-là. Quoi? Il faut mettre des gants pour lui demander ses conditions? Non, mais c'est inutile de crier si fort et de parler à tue-tête, comme si tout ce qui n'est pas aussi riche que toi était sourd par-dessus le marché, dit madame, avec un petit ton coupant comme l'acier dans l'argent de sa voix. Moi, déclara Clive Water, je vais me promener. Tu viens, Martin? Non? Alors au revoir. Ah, ça, me diras-tu pourquoi tu as été te fourrer dans cette lugubre pension avec les mioches? Tu n'avais qu'à me laisser faire. Je t'aurais bien trouvé une chambre ici. Enfin, à ton idée, mon vieux. Je vous laisse. Tenez, arrangez donc, vous deux, une petite course pour demain. Seulement, pas de musée, j'en ai soupé. Dis donc, Joyce, crois-tu que je réveillerai monsieur mon héritier si j'en trouverais à la porte et lui jeter un petit coup d'œil avant de sortir? Mes chaussures ne font pas le moindre bruit. Alors, rentre. Boyne et son ancien ami restèrent accoudés au balcon. La Joyce de sa jeunesse, celle qu'il avait connue jeune fille et puis jeune femme, qu'en restait-il dans ce corps si mince, penché à son côté? Jadis, c'était une grande fille forte et rose avec un fond de sensibilité naïve et ingénue. À présent, dématérialisée, il y a des traitements pour cela. Elle était sortie de ce régime dans un état de légèreté transparente et impondérable. Un rien de corps avec, à la place d'âme, un caillou. « Clive n'a pas le sens des nuances, » murmura-t-elle, après le départ de son mari, comme parlant à sa cigarette, puis, se retournant vers Boyne, « Maintenant, causons, voulez-vous, comme une paire d'amis, comme dans le vieux temps. » Elle s'installa dans son fauteuil et sa parole,
tout à l'heure si rare et mesuré au compte-gouttes, se précipita sur ses lèvres avec une volubilité qui faisait voltiger les mots aux oreilles de Boyne comme une grêle de confettis. Quel bonheur de se revoir. Un bonheur, le mot n'est pas trop fort. Vous avez toujours été parfait pour moi, un délicieux ami, et moi, je n'étais encore qu'une petite serine. En fait d'expérience, j'étais des années en retard sur ce qu'est ma fille aujourd'hui. À propos, comment la trouvez-vous, ma fille? N'est-ce pas que c'est un prodige de sagesse? C'est notre aînée à tous, la personne la plus raisonnable de la famille et la seule créature humaine qui ait de l'influence sur son père. Ah, son père. Je sais, cela vous fait plaisir de vous voir réconciliés. Moi aussi, j'en suis heureuse aussi. Ce pauvre Clive. Il a des qualités, je les reconnais. Je les ai toujours reconnues, même dans les plus mauvais moments. Mais avec vous, cher ami, inutile de feindre. Du reste, vous devinez tout. Et il n'y a pas à se dissimuler que Clive, en me quittant, était tombé en de bien mauvaises mains. Cette saltimbanque de la Crosse l'avait annihilé et démoralisé. Elle en avait fait sa bâche à lait, et l'argent qui partait à flot par les fenêtres. Quand j'ai vu cela, j'ai compris où était mon devoir. Je suis une femme qui croit que le mariage est une chose sacrée. Vous aussi, Martine, vous le croyez. Car si le mariage croule, qu'est-ce qui reste? C'est la débâcle. Tout de même, s'il arrive qu'on sente que la vie avec un homme, fût-il votre mari, est contraire à votre idéal, que faire? Avouez qu'on est bien à plaindre. J'avoue. Laissez-moi pourtant vous dire qu'à défaut d'idéal, une jolie gerbe d'enfance est une réalité qui a bien son charme. Elle se mit à rire, de son rire d'autrefois, légèrement exagéré, et convint que son ami avait raison. Je le pense comme vous, et c'est précisément le raisonnement que fait Judith. Non, cher ami, vous ne vous figurez jamais ce que ma fille a été pour moi dans ces moments hideux, où Buondelmonte m'entraînait dans la boue, vous entendez, dans la boue. Oh, il y a des choses que je n'ose pas dire, même à vous, Martine. J'espère, interrogea Boyne, la gorge serrée, que Judith n'a rien su. L'épaule blanche jaillit de son léger harnais par un geste d'indifférence. Hélas, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus rien à apprendre. Il n'y a rien à leur dire. Ils savent tout en venant au monde. Judith est comme une mère pour moi et pour tous. Ça fait une bien grande famille, pour une bien jeune maman, remarqua Boyne. Bah, c'est son bonheur. Je dirais même que c'est chez elle une marotte. Figurez-vous qu'elle avait entrepris de chaperonner Zinnia Lacrosse. Voyez-vous un enfant de l'âge de Judith s'avisant de chapitrer une star de cinéma. Elle donnait aussi de très bons conseils à ce malheureux Buondelmonte. Mais aujourd'hui, ce cauchemar est passé. Toute la famille est réunie. Il n'y a que ce pauvre Terry qui nous donne du tourment. Ah, je puis dire qu'il m'en donne, je vous jure. Vous ne trouvez pas ça gentil qu'il demande qu'on s'occupe de son éducation? Car Clive, vous pensez bien, l'éducation pour lui, c'est tout bonnement les sports et les voitures de course. C'est ce qui me fait tant regretter. Mais Terry, lui, aura tout ce qui m'a manqué. Cela, j'y suis bien décidé. Ce précepteur dont je vous parlais, M. Gérald Ormrod, voulez-vous être assez gentil pour le voir demain de ma part, cher ami? Ce n'est pas un service à demander à Clive. Il ne ferait que parler du haut de la tête et plastronner, et toute l'affaire serait à l'eau. Gérald, je l'appelle Gérald parce que je l'entendais appeler ainsi par Fanny, est d'une très bonne famille. C'est un homme d'une sensibilité qui frise le ridicule. Il est presque trop idéaliste. Je ne saurais vous dire quel bonheur cela a été pour moi, depuis 3 semaines, de voir Venise avec des yeux qui aiment réellement la beauté. Faites-moi donc le plaisir de causer du petit avec lui. Ce serait le salut pour Terry, d'avoir auprès de lui un homme d'une éducation raffinée et d'une véritable culture. Pour Ben aussi, ce serait excellent, car cet enfant commence à échapper tout à fait à Scopie. Pour ce qui est des honoraires, fixez-les à votre gré. Ce n'est pas une question d'argent. Chapitre 7e. 2 jours plus tard, Boyne était en train de prendre, à côté de Judith, le café du matin sur un guéridon boiteux dans le jardinet moisi de la pension Grimani. Il s'était fait servir dehors pour échapper à l'atmosphère de la salle à manger, où s'attardait l'odeur du dîner de la veille, au chuchotement des groupes de vieilles demoiselles, au fou rire des petites pensionnaires en vacances, et au tapage envahissant du coin de table où Scopie et la nounou réunissaient leur escouade. Il devait partir le soir même, et tenait à se réserver une heure de tranquillité pour s'entretenir avec sa jeune amie.
D'une minute à l'autre, toute la famille allait surgir. Le ménage Wetter avec son yacht à l'ancre au large de San Giorgio et une kyrielle d'auto disponible à Fusina. Bici et Zinnia se chamailleraient sur leur collier de verroterie, acheté la veille dans une boutique de la Merceria. Miss Cope aurait une liste de questions pour l'été, et tout ce monde-là se précipiterait sur Boyne pour lui demander conseil, sympathie ou consolation, ou du moins sa présence passive à leur querelle. Vraiment, le voisinage exigeant de la petite bande rendait l'intimité bien difficile. Pourtant Boyne se félicitait plus que jamais d'avoir résisté aux parents et fait porter ses bagages à la pension plutôt qu'au palace. L'existence des palaces lui était à elle seule un supplice. Non qu'il fût insensible à ce qu'il présentait d'avantages matériels. Un bain chaud et des carrelages blancs, une bonne lampe pour lire dans son lit, des domestiques bien stylés, tout cela lui était d'autant plus agréable qu'il était d'ordinaire contraint de s'en passer. Les palaces, c'était le paradis, mais le public qui les fréquente suffisait à l'en dégoûter. Il découvrit avec plaisir que la jeune fille pensait comme lui. Il avait commencé par trouver un peu vif que le plus jeune des Wetter fût seul admis par les parents à partager les délices de leur hôtel. Vraiment, ce n'était pas bien de semer le reste de la famille et de s'en débarrasser à l'auberge du coin. Il s'en ouvrit à Judith, et à la réponse de la jeune fille, constata que personne, dans la petite bande, n'en avait éprouvé de dépit. Blanca, peut-être, au début. Cette petite est toujours un peu jalouse de tous les embarras que papa et maman font pour Chip. Et puis elle a des goûts d'élégance. Elle adore regarder les belles dames au restaurant. Ça lui donne des idées de toilette. Elle raffole d'être vue avec Joyce, qui est tellement bien habillée, et d'entendre d'autres dames bien mises qui s'écrient « C'est à vous, cette jolie petite fille ?» On l'aurait deviné, rien qu'à la ressemblance. Mais c'est justement à cause de Blanca que Judith détestait les palaces. Vous comprenez ? Depuis qu'elle s'est fiancée à Biarritz avec le garçon de l'ascenseur. Fiancée ? Elle n'a pas 12 ans. L'âge n'y fait rien. Moi, à cet âge-là, j'étais fiancé avec le chasseur d'un skating. Mais ce n'était pas la même chose. C'était un petit Suisse très gentil. Je lui avais donné un ruban et lui, en échange, m'a fait cadeau d'un de ses boutons. Vous voyez, c'était innocent. Et puis, quand il est retourné chez lui pour les vacances, il m'a envoyé de l'Edelweiss et des Vergissmeinnicht collés sur des cartes postales. Mais les enfants de maintenant, ce n'est plus du tout ça. Imaginez-vous que le fiancé de Blanca s'est mis en tête de se faire donner une bague en or avec un vrai brillant. Et il était hideux, une grande perche avec un nez gras tout plein de rides. Tout compte fait, j'aime mieux être ici. C'est moi qui écris à papa que je préférerais un endroit de ce genre, où les enfants peuvent courir et faire du bruit sans gêner personne. Vous ne trouvez pas que c'est gentil ici, Martine ? Elle s'était mise à l'appeler Martine, à la bonne franquette, dès le second jour de la traversée. Lui ressentait chaque fois un plaisir nouveau à entendre son nom prononcé par cette petite voix si claire. Il convint que la pension Grimani était charmante. Il était ravi de voir que tout le monde s'y plaisait. Son seul regret était de la quitter, il partait le lendemain. « Martine, » reprit la jeune fille, « si vous vouliez rester, il y a encore tant de choses à régler. Papa et maman ne savent où aller en partant d'ici, et c'est quand ils n'ont rien à faire qu'ils se mettent à se disputer. Ils n'ont trouvé personne à inviter pour leur croisière. Avant Cowes, personne n'est libre. Alors, si on renonce à la croisière, papa veut aller à Paris et maman veut faire une tournée dans les petites villes d'Italie. Qu'est-ce que c'est que ces petites villes ? Vous les connaissez, vous ? Alors, si les querelles de ménage recommencent, qu'est-ce que vont devenir les enfants ? Boyne se sentit tout ému par l'air de tristesse de la jeune fille. Il se retourna vers elle et posa sa main sur son bras. Il y avait un vieux banc vermoulu, sous un bosquet minable et bruissant, de lauriers roses. Ils s'assirent côte à côte. Boyne alluma une cigarette. « Voyons, ma chère enfant, ne prenons rien au tragique. Je viens de passer 2 jours avec vos parents, tout va très bien. Je vous assure qu'il n'y a aucun danger. Le point noir, c'est qu'ils sont trop riches, ça les agite. C'est comme les dents. Chaque fois qu'on dit à votre père qu'il vient de faire 1 million, ça le travaille comme s'il venait de percer une œillère. Ça le tracasse, ça lui donne envie de mordre. Pour sa croisière, n'ayez pas peur. Il aura bientôt fait de trouver amateur.
Des pique-assiettes, on n'en manque jamais. Une fois tranquille de ce côté-là, il sera plus à son aise pour organiser votre été. Vos parents doivent bien voir que l'air de Venise est débilitant pour Terry. Ils comprendront que ce qu'il lui faut, c'est d'abord un peu de montagne, et puis de se mettre au travail aussitôt que possible. M. Ormerod accepte de se charger de son instruction. Il doit entrer en fonction dès demain. La jeune fille était devenue rêveuse. Sur qui vont-ils tomber encore? Laissa-t-elle échapper avec un soupir. À qui et à quoi pensez-vous? À leur croisière. Cela aussi, c'est un tracas pour moi. Quand maman est seule avec moi, sans papa, cela va à peu près. Il n'y a guère que les petits qui me donnent du mal. Mais dès que Joe et ses papas sont ensemble, ils ne font plus que des sottises, simplement pour le plaisir de ne pas s'accorder. Ils s'acoquinent avec on ne sait qui, des gens qui boivent et qui se chamaillent. Et alors ce sont des batailles qui recommencent, comme le jour où Buondelmonte a envoyé à papa la note de sa Rolls-Royce. Il a de l'aplomb. Oui, mais Joyce nous a défendu d'en parler. Elle a bien fait. N'empêche que c'est la vérité. Et alors ce sont des gros mots, et des disputes de chiffonniers au sujet de leurs nouveaux amis. À cet instant, Boyne entendit crier le gravier. Une domestique apportait une carte de visite. Elle l'attendit à Boyne, qui lui parut être le représentant de l'ordre et de la règle dans la troupe d'anarchistes dont il faisait partie. C'était un imposant carré de Bristol très épais, qui portait gravé le nom de marquise d'Orange et au-dessous, au crayon, d'une grosse écriture maladroite, pour voir ma fille Zinnie Wetter. Boyne, après avoir étudié ce document sans rien comprendre, le passa à Judith, qui sursauta de surprise et s'écria « Ça ne peut être que Zinnie à la crosse. Comment? Déjà remariée? » C'était donc vrai ce que Blanca avait lu dans le journal. Mais est-ce vraiment elle? « Si, c'est moi !» cria du seuil une voix claire et gaie. Et dans le jardin de Guinguette, une apparition éclatante de jeunesse, de fards et de bijoux s'élança dans un nuage de parfums. « Bonjour Judy, c'est toi, comment va ?» Boyne considérait la nouvelle venue. Elle était vraiment agréable à regarder avec l'ovale parfait de son visage et de minces lèvres d'un si joli dessin. Avec cela, un air de corruption innocente qui donna à Boyne un léger haut-le-cœur quand il vit l'étrangère se jeter au cou de la jeune fille. « Cette vieille Judy, pourtant, on est contente de se revoir. Qui est ce monsieur ?» ajouta-t-elle en dardant vers Boyne un regard oblique. « Monsieur Boyne, un ami de papa. Martine, je vous présente à Zinnia Lacrosse. »« Mais non, ma chère, tu n'y es plus. La marquise d'Orange, s'il te plaît. »« Pour toi, bien entendu, je suis toujours Zinnia, n'est-ce pas, Judy ?»« C'est pour Zinnie que je suis venu. Rennie m'attend dans la gondole. Rennie, c'est mon mari. Je lui ai promis de lui amener la petite. » Boyne observait avec curiosité Judith. Il lui sembla qu'elle avait soudain grandi. Elle avait pris cet air d'autorité qu'elle avait les jours où l'avait à réprimer une sédition domestique. « Ce n'est pas sérieux, Zinnie, » commença-t-elle. « Tu sais très bien. » « Qu'est-ce que je sais ?»« Les conditions du divorce. Et tu sais aussi que là-dessus, Scopine et moi ne voulons entendre à aucun manquement. » « Et qui parle d'y manquer? À quoi bon? Ce n'est pas que je tienne à l'argent de ce Provoque Life. Il n'y a pas de quoi me payer mes bas de soie. Si j'avais envie d'emmener Zinnie, ce n'est pas la question d'argent qui m'arrêterait une seconde. Mais il ne s'agit que de la montrer à Rennie. Tu me connais, Judith. J'ai toujours été franche avec toi, n'est-ce pas? Laisse-moi la voir, tu veux bien? J'ai un petit cadeau pour elle. Et quelque chose aussi pour toi, une merveille, tu vas voir. Tu comprends, le cœur d'une mère. La jeune fille ne perdit pas sa froideur d'aiguille de diamant. Ses lèvres pincées et sans couleur s'ouvrirent à peine pour répondre à l'étoile dont elle parut ne pas même remarquer la dernière avance. Tu verras Zinnie tant que tu voudras. Seulement, ce sera ici, devant moi, et M. Boyne. Ton mari n'a qu'à venir si cela lui fait plaisir. Tu pourrais l'appeler Lord Orange. La jeune fille éclata de rire. C'est cela, et moi, appelle-moi Miss Wetter. Seulement, si tu veux voir ta fille, dépêche-toi. Parce que dans 2 minutes, papa sera ici pour emmener tout le monde sur son yacht. Il n'a tout de même pas le droit de m'empêcher de voir ma fille. Il n'y songe guère, mais fais ce que je te dis.
La marquise pesa un moment les termes de cet ultimatum en contemplant ses ongles polis comme des amandes. Puis elle articula lentement. « Je vais tâcher. Mais je ne sais pas si j'arriverai à sortir Orange de la gondole. Il est d'une mollesse. Et nous voulions faire un tour avec la petite. » Finalement, elle prit le parti de battre en retraite du côté de la porte. Judith se mit en devoir d'aller chercher Zinni, mais à peine avait-elle fait quelques pas, une petite poupée poudrée et parfaitement frisée jaillit d'une allée et se jeta dans ses bras. « Judy, c'était Zinnia, n'est-ce pas? Je l'ai bien vue de la fenêtre. Nounou disait que non, mais je sais bien qui c'était. Tu ne l'as pas laissée partir sans voir sa petite Zinni? Je ne te le pardonnerai jamais. Est-ce qu'elle m'a porté un cadeau? » Blanca grille d'envie de descendre et de voir sa toilette, mais Scopie l'empêche. Elle a mis le verrou. Judith eut un haussement d'épaule. « Ce n'était vraiment pas la peine. Blanca peut très bien voir ta maman. Allons, Zinni, calme-toi. Ta mère va revenir dans un instant. Elle est allée chercher son mari pour te le présenter. » « Un nouveau mari? Comment s'appelle-t-il? » « On ne m'avait pas dit qu'elle s'était remariée. On me croit trop petite pour comprendre. Judy, est-ce que tu crois qu'elle a un petit cadeau pour moi? Si ce n'est que des chocolats, je partagerai naturellement. Mais si c'est des bijoux, faut-il? » Les petites boucles rousses dansaient comme des flammes et le visage s'empourprait de désir. D'un geste sec de ses menottes, l'enfant arracha de son cou le collier de perles de la merceria et le cacha précipitamment dans une poche. « Ce n'est pas la peine de lui montrer qu'on m'a déjà fait des cadeaux. C'est égal, n'est-ce pas, Martine ?» fit-elle par-dessus son épaule à Boyne, qui venait de lui donner le collier le matin même. Boyne assura que cela lui était parfaitement égal, mais Judith, avant qu'il eût le temps d'intervenir, empoigna la coupable et la secoua d'importance. « Ouh !» sanglota Zinni en faisant le gros dos dans un orage de larmes. « Viens, Rennie, tu es témoin. Je te donnerai quelque chose pour voir ici mon avocat. Voilà comment ces gens-là traitent mon enfant. » C'était Lady Range, qui venait de s'encadrer dans la porte du jardin et tendait un bras accusateur dans la direction de son sang. À sa suite apparut une tête blondasse, au regard pâle, au bout d'un long corps d'adolescent malade, Lord Range.